We have the ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. To the International Space Station. Donc, qui connaît le travail de Sylvain Matisse et notamment son premier ouvrage, ou en tout cas le premier tome ou les 2 tomes, consacrés aux zoanies? Qui parmi vous a lu son ouvrage? 1, 2, soyons généreux, 3, 4, qui dit mieux? À peine, d'accord. 5, si, super, merci, ouf, on a eu chaud. Donc, les zoanies, en fait, les zoanies, ce que je peux vous dire en introduction, c'est que c'est, de mon point de vue, que je vous le disais ce matin, moi je suis un nouveau dans les sujets, en fait, j'ai déboulé il y a 3 ans là-dedans, enfin j'ai déboulé, c'est le sujet qui est venu à moi, et du coup j'ai ouvert les yeux, j'ai ouvert les oreilles, j'ai sorti le stylo, j'ai regardé les documents, je me suis procuré des ouvrages, et je vois un peu qu'est-ce qui structure le domaine. Et jusqu'à présent, il y avait une seule personne en France qui avait travaillé sur les objets aquatiques, c'était Sylvain. Et Sylvain, depuis 2019, a sorti un second tome sur le sujet, donc ce qui fait qu'on a, en gros un travail de recensement quasi exhaustif, enfin très largement exhaustif, qui est fait à travers Sylvain. Donc merci beaucoup Sylvain par rapport à ça, sur tout ce qui est au ANI. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou vu passer, est-ce que la Fondation Sol, ça vous dit quelque chose? Personne. Donc en fait, la Fondation Sol, c'est une nouvelle structure plutôt de lobbying, qui a vocation à vouloir faire des livres blancs, à vouloir influencer les politiques publiques, qui est basée aux États-Unis et qui agrège beaucoup de fonctionnaires américains, en tout cas d'influenceurs au niveau administration américaine et donc étatique, qui cherchent à peser sur le dossier et à faire avancer un lobby institutionnel, politique, législatif sur la question UFO, et donc la divulgation, et donc lever le secret défense, et donc la législation lanceur d'alerte, etc., etc. Et la Fondation Sol, qui s'est rendue publique en août 2023, a sorti ses 2 premiers livres blancs en février, non, c'est en mars, début mars 2024. Et parmi les 2 premiers livres blancs, un des 2, c'était sur la question des zoanies, c'est-à-dire des objets aquatiques non identifiés. Donc c'est vraiment un sujet qui est en train de monter. C'est en train de monter, et là du coup, avoir Sylvain avec nous aujourd'hui, au-delà du fait que nous sommes sur une côte bretonne, eh bien c'est très très bien, parce que les zoanies, vous allez en entendre parler de plus en plus. C'est en tout cas mon analyse en termes de tendance, et voilà. Et donc merci beaucoup Sylvain d'être parmi nous, et merci Jean-Louis et Lumière dans la nuit de t'avoir invité. Ça passe. Vas-y, tu peux. Vas-y, donne de la voix, c'est bon. Bonjour. Bon, on va monter le son. Vas-y. Bonjour. Voilà. Bonjour Sylvain. Merci d'être venu. Je remercie les organisateurs parce que c'est un travail monumental à leur niveau. Donc Jean-Louis, qui est un ami, à qui on partage au sein de MUFON France, mais aussi personnellement, et Jeannie Charot, qui était directrice de MUFON France, qui a laissé le flambeau à Jean-François, qui s'est exprimé tout à l'heure.
Donc je remercie toutes les personnes et surtout les témoins. Pas de témoignage, pas d'ufologie. Point barre. On est d'accord? S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de produit. Moi je travaille dans le nucléaire, on fabrique de l'acier. S'il n'y a pas d'acier, il n'y a pas de centrale. C'est aussi simple que cela. Moi je suis très factuel et direct. On ne va pas parler que des codes. Les codes, on les laisse aux militaires. Ou ces institutions ou autres gens du pouvoir. Je remercie aussi Maxence qui fait un énorme travail avec sa revue et tous les gens qui sont impliqués par honnêteté intellectuelle sur le sujet. On n'est pas là pour fantasmer et raconter des licornes, mais on n'est pas là pour dire que les témoins ce sont des abrutis, des aliénés ou des farceurs. Il peut y en avoir, hein, la nature humaine est comme cela, mais dans la majorité des cas, les ovnis sont une réalité. Il y a juste un chiffre avec Emma qu'on avait récupéré lorsqu'on a commencé là-dedans. Emma, c'est le blog Area 51. Et on était tombé sur un article très très sérieux qui émanait des États-Unis. Entre 1947 et 2010, 157 millions de témoins recensés par l'ONU. Je ne pense pas qu'il y a 157 millions d'abrutis ou de farceurs. Il n'y a pas 157 millions non plus de choses qu'on pourrait peut-être qualifier de nature exogène, qui est un débat. Okay, hein. Les témoins voient des choses et après, bon, ils interprètent. Et nous, les enquêteurs, par rapport aux informations qui nous sont fournies, on va aussi interpréter. Alors après, il y a une marge d'erreur. Hein, voilà, on n'a pas la science infuse. Voilà. Donc on promet un travail, mais pas un résultat. S'il y a un résultat, il va être connu. Hein. La Lune, confusion avec la Lune, un drone, engin pyrotechnique, lampe thaïlandaise, ce que vous voulez. Si c'est pas connu, on va être au même niveau que le témoin. Sauf que nous, on aura fourni un travail derrière. Jean-François a expliqué un petit peu la méthodologie, je ne vais pas revenir dessus. Alors, les OANI, les Américains appellent ça les engins transmédium. Alors, transmédium, c'est quoi? Ce sont des phénomènes qui sont capables de se mouvoir dans n'importe quel environnement terrestre, voire interplanétaire. L'eau, aucun problème. Au-dessus de l'eau, aucun problème. Dans l'eau, pas de problème. Dans l'air, pas plus. Ça navigue dedans. Ça plonge et ça navigue. Je dis bien ça plonge, pour les sceptiques, pas ça tombe. Ça, c'est tombé. Il n'y a aucun contrôle. Plonger, il y a un contrôle. Ça veut dire que derrière, ça navigue. Et des fois, ça sort de l'eau et ça se joue dans l'environnement liquide. Et même quand celui-ci est solidifié, en état de glace, comme c'est le cas en Scandinavie, en Finlande notamment, en Norvège, et il y a même eu un cas en Russie, le lac de Korb. Je l'ai mis dans le premier livre, avec l'autorisation de Boris Churinov, qui était un ufologue russe, et dont il y a une grande parcelle d'un lac, le lac Baïkal, qui a disparu alors que le lac était gelé. Où est passée la glace? Il y a un trou, mais la glace, elle est où? Elle n'a pas pu fondre en une nuit, c'est seulement impossible. Et des recueils, des scientifiques de Saint-Pétersbourg étaient venus, ils avaient fait des recueils, d'échantillons, et ils n'avaient pas mis ça dans des glacières, et ça a fondu dans l'avion. Mais la structure qui était dedans, il y avait une espèce de fluide coloré, a disparu avec. Fin de l'histoire, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Bon, voilà, ça c'est l'un des témoignages. Et alors ce qui m'amène ici, c'est surtout ce qui va intéresser beaucoup de monde locaux. C'est une histoire qui a eu lieu en hiver 1974 avec le porte-avions Foch. Donc le porte-avions Foch était en baie de Douarnenez et il y a deux gendarmes qui font à 8h20 du matin une ronde près du littoral et ils constatent qu'au-dessus du porte-avions il y a une activité qui n'est pas ordinaire. Donc ils voient une masse sombre au-dessus du bateau qui ressemble à un cigare et quelques minutes en sustentation et le plus étrange ne fait que commencer. Il y a des objets en forme de losange brillants qui sortent de l'élément marin, qu'ils vont dans cette espèce de cigare. À ce moment-là, le cigare se transforme, donc on a une espèce d'objet métamorphe, il devient un disque. Il prend de la vitesse, ciao.
Voilà les renseignements que nous avons à notre niveau. C'est un dossier qui, à l'heure actuelle, est encore classé secret défense. Donc, il y a des choses que je ne suis pas autorisé à dévoiler. Je ne dévoile que ce qui a été mis dans les livres 2, donné par l'enquêteur source, parce que ce n'est pas moi l'enquêteur source. Je peux parler, parce que c'est ce qui m'a intéressé. Il m'a donné autorisation. Thierry, qui fait partie de Vigie29, je crois, repas ufologique brestois. C'est Thierry qui a enquêté et qui enquête encore à ce jour. Ce dossier, à l'heure actuelle, est encore classé secret défense et il y a un petit coup de... Il y a un petit bémol, c'est qu'apparemment ce ne serait pas le porte-avions Foch, ce serait le Clem. Le Clémenceau. Alors, est-ce que le Foch était concerné, puis le Clem? Les deux porte-avions, finalement, c'était les deux porte-avions que la France avait à cette époque. On avait, il faut le dire, le premier sous-marin nucléaire, le Redoutable. Hein, d'accord? Et ce dossier est suivi apparemment par la 3F. Luc Dini, dans son livre, ici, parle très très brièvement de cette histoire. Et il ne parle pas du Foch, il parle du Clémenceau. Alors à partir de là, alors eux ont... c'est mieux que le GEPAN, hein, la Commission aéronautique et astronomique de France, hein, puisqu'ils sont là pour parler des anomalies aériennes et de tout ce qui est aérien, au niveau industriel et au niveau aussi des équipages embarqués. Et dedans, il y a la sécurité. Et dedans, il y a donc ces ovnis. Pourquoi? Parce qu'il se joue du couloir aérien. Le couloir aérien est divisé en deux. Il y a la partie militaire et la partie civile. Les civils n'ont rien à faire dans la partie militaire. Ils n'ont rien à faire sur les zones à Paris, sur Paris, à une certaine altitude. Et les centrales nucléaires, je travaille dans le nucléaire, c'est 58 réacteurs en France. Hein, on est d'accord, on est le plus fourni, hein, juste devant le Japon, 55. Donc, le survol dans un certain rayon, une certaine altitude d'une centrale nucléaire ou d'un site sensible, interdit. Donc, qu'est-ce que fait l'armée? Lorsqu'ils sont en état de guerre, ils font des frappes préventives, ils font des renseignements, ils bombardent. En état de paix, c'est la police du ciel. Si je ne respecte pas le code de la route, ce sont les gendarmes qui vont m'arrêter, m'intercepter, voire faire des contrôles. Dans l'espace aérien, c'est des mirages. Donc de toute façon, c'est clair, un site sensible, c'est vous dérouter s'ils estiment, le contrôle aérien, qu'il y a un aéronef qui n'a rien à faire, ils demandent l'identification tout de suite et demandent de dérouter. Les mirages les accompagnent. Si le pilote n'obtempère pas, il est descendu. Il n'y a pas à tergiverser, on est sur des sites sensibles, on ne discute pas. Vous me suivez, si le pilote en question n'obtempère pas, on ne va pas chercher midi 14h à savoir si c'est hostile ou pas, il va être abattu. Alors dans les faits, je ne sais pas si ça a déjà existé, mais ça faut le savoir, c'est comme ça que fonctionne la protection de notre territoire. D'accord? On peut mettre pour la vidéo si on veut, ça va me faire un petit peu une pause et mettre de l'ordre dans mes idées. En fait, ça va résumer nos recherches et pourquoi, avec Emma, on a pris le milieu aquatique. On a voulu cibler quelque chose. C'est une vidéo qui dure 3 minutes. Je pense que ça peut être sympa.
profite de remercier Émilie, ici présente, qui nous a fait le montage à ma demande de cette vidéo. Bon, voilà, qui résume en gros nos travaux. Alors, OANI, les Américains, les Français, les ufologues, à tort. À tort. Je vais me faire peut-être pas des amis, mais moi j'aime bien... quand on est dans l'inconnu, le O, ils disent objet aquatique non identifié. Quand on entend un son, c'est un objet? Ah ouais, on ne sait pas. Qui a vu quoi? C'est l'oreille d'or dans un sous-marin ou un hydrophone sous-marin du NORAD, par exemple, du NOE, par exemple, qui perçoivent des sons non identifiés. Ça peut être un glissement géologique lors d'un séisme. Hein, les plaques tectoniques peuvent, en milieu sous-marin, c'est ce qui déclenche à terme, peut déclencher à terme des tsunamis. Ça peut être la fonte d'un glacier. Et je peux vous dire que sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, ça peut s'entendre par écho. Hein, les causes et effets. Vous avez une vibration. Le truc s'effondre, crée une vibration qui va faire s'effondrer un autre morceau, un bout de caillou, je sais pas quoi, qui lui aussi va émettre un son, etc. Et ce cirque-là, ça peut durer sur 1000 km. Au niveau biologique, la baleine à bosse communique de cette façon. Et d'ailleurs, je suis en train de faire une étude en ce moment. J'avais trouvé un article d'un biologiste qui disait il étudie les sons, les cétacés et les grands mammifères marins. Et il disait, au niveau des étoiles, on pourrait même projeter un contact. Il y a eu le SETI qui était fait par Carl Sagan, et je crois aussi Frank Drake. Le SETI, ce sont des ondes radio qui sont envoyées dans l'espace, sauf que le problème, c'est que nous, nos propres émissions radio, télévision dans l'espace, ça s'entend vraiment loin, et c'est parasite. Un pulsar aussi, une étoile à neutrons, elle aussi émet des sons, etc. L'espace, c'est tout sauf calme. Alors, paradoxalement, vous criez dans l'espace, on ne va pas vous entendre. Pourquoi? Il n'y a pas d'air. Bon, voilà. Alors, lui s'est dit, si je suis une entité, pourquoi je communique avec les humains? Si je perçois les sons sur une certaine bande de fréquence d'un mammifère marin, qui est le plus gros de la planète, qui est capable de communiquer sur des lointaines distances sans technologie. Il ne va pas forcément penser à l'homme, c'est encore notre ego, parce qu'on manipule de la technologie. Au nom de quoi on est supérieur? Alors lui, l'idée, c'est de dire, si on est un tantinet plus malin, enregistrons les cétacés, les mammifères marins lorsqu'ils communiquent entre eux, expérimentons ça dans l'espace. Et peut-être qu'on aura une réponse. Le problème, il faudra être capable de l'analyser et d'interpréter. C'est pas encore gagné. Donc ça m'intéresse, ces études-là, parce que c'est encore un champ d'ouverture. Voilà, il faut prendre le concret, et puis après, bon, effectivement, il y a l'hypothétique, mais l'hypothétique permet de faire avancer, à condition que l'on éprouve. Si on prend Higgs, l'Irlandais, avec la particule, elle n'existait pas, c'était que des calculs mathématiques validés au CERN. C'est un fait maintenant. Il faut rappeler aux gens qu'une hypothèse ou une théorie, c'est fait en point d'interrogation. C'est une probabilité, disent les scientifiques. Si je me trompe, c'est poubelle. On n'en parle plus, on part sur une autre piste. Si maintenant c'est révélé, on est sur un fait. Moi, je fonctionne toujours comme ça dans mes études. Alors, revenons à cette histoire sous-marine. On a plein d'idées venues de Russie, des îles de Santa Catalina. Je suis en contact avec l'américain Preston Dennett, qui a écrit un livre que j'ai préfacé pour la Formule française. Il va préfacer normalement mon 3e livre en cours. On va essayer de parler de factuel. Analysons un petit peu les vitesses. Un sous-marin descend sur la surface de l'eau à une vitesse de 75 pieds par minute. En moyenne, les sous-marins à propulsion diesel électrique peuvent se déplacer à 20 nœuds, c'est-à-dire environ 37 km/h, et 2 fois moins vite en surface. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 2 groupes de batteries de 126 cellules ont permis aux sous-marins américains de la flotte Balao, sous notre code OTAN SS-285, d'atteindre une vitesse de pointe en plongée de 8,75 nœuds, ce qui fait 16,2 km/h, en maintenant sa vitesse à 2 nœuds, vitesse on va dire de croisière, qui est de 4 km/h, et pouvait rester immergée pendant 48 heures. Deuxième Guerre mondiale. À ce jour, la vitesse maximale enregistrée par les puissances navales des sous-marins ne dépasse pas 130 km/h. On a des cas enregistrés à 230 nœuds.
C'est-à-dire, on est quasiment à 300 km/h. Alors, moi j'ai une question, à l'heure actuelle, qui diffère un petit peu. Moi, je ne m'engloue pas dans l'extraterrestre, interdimensionnel, voyageur du temps, tout est possible, on est d'accord, mais tout peut ne pas l'être aussi. Moi, je dis simplement une chose, cette question qu'on devrait dire, on a affaire à qui ou à quoi? On développe actuellement IA, intelligence artificielle, elle est couplée aux drones actuellement. La DARPA travaille pour armer les drones. Et vous savez pourquoi? Pour le SWAT, la police américaine. Ils disent qu'un être humain peut hésiter lorsqu'une personne est prise en otage avec un flingue. L'ordinateur, lui, enfin l'intelligence artificielle ne va pas se tromper. On va lui mettre un angle de tir qu'elle pourra faire, parce qu'elle pourra le faire avec précision, elle va rectifier le problème. Le seul truc qui va lui manquer, c'est l'émotion. Une machine n'aura jamais d'émotion. Moi, je me dis que ces choses qui se jouent de nos environnements, est-ce que c'est pas artificiel? Est-ce que quelque part, notre intelligence artificielle, couplée à la robotique, ne va pas errer dans l'espace et le temps? On n'existera peut-être même plus. Et ces trucs-là vont s'auto-améliorer tout seuls. Pourquoi? Ils vont calculer plus vite, ils vont repérer des métaux, des ressources, et ils vont pouvoir s'auto-fabriquer en fabriquant leurs propres robots. Et moi, je te fais une civilisation à part entière. Sauf qu'elle ne sera pas de nature biologique. Un conglomérat de câbles et d'alliages. C'est une hypothèse. On est d'accord? C'est pas un fait. Mais ces questions méritent d'être posées. Donc on peut partir dans plein de choses. Alors après, il y a des phénomènes. Parce que lorsque des gens vous disent c'est à l'intérieur d'un habitacle de voiture ou dans la maison, là on peut se dire que ce n'est pas matériel. Peut-être même pas organique. Et il y a même certains témoignages où on ne sait pas trop se situe. J'ai touché un vaisseau, on aurait dit que je touchais une matière vivante. Est-ce qu'on a affaire à des biomécas? Voilà. On peut aller loin, j'ai voulu étendre un petit peu des théories que je suis en train de creuser. Et vous savez, c'est le temps qui va révéler ce qui est, ce qui n'est pas. Hein? Giordano Bruno, il a eu le droit au bûcher quand il a dit qu'on n'était pas au centre de l'univers. Hérétique bûcher. Galilée a un peu plus de bol parce que lui, il connaissait le pape de l'époque. Donc lui, on l'a juste excommunié. Bon, il y a plein d'exemples comme ça. Et à chaque époque, sa vérité. Alors moi, je parle plutôt de réalité sur nos connaissances actuelles, du moment présent. Et peut-être que dans 10 ans, une partie que je raconte dans mon livre sera à mettre tout simplement à la poubelle, parce qu'elle sera été prouvée. Et peut-être que l'une d'entre elles sera validée. Alléluia. Bon, ben voilà. Alors, continuons un petit peu. Malheureusement, moi, je suis un petit peu dans le taux du plomb, parce que je veux débusquer les saloperies qui peuvent nous mettre au-dessus de nos têtes. Et par exemple, il y a l'armement. Les missiles, les hypermissiles, etc. Ouais, donc on va se mettre sur... on va maintenant partir du côté des Bahamas. Donc, tu peux cliquer peut-être... le PDF, c'est bien parce que j'ai Jean-Louis qui m'aide, voilà. Voilà, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une base navale. Savez-vous qu'elle est aussi vieille que sa petite sœur? Moi, je l'appelle la zone 51 des mers. La zone 51, située dans le Nevada, à la demande de la marine américaine, ATEC, pour... Alors, on met là. Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, autrement dit, centre de test et d'évaluation en Atlantique. Elle est située aux Bahamas, donc on va mettre la carte, vers l'île d'Andros. Les Bahamas, dont une partie ont été achetées par les États-Unis, au passage, soit dit. Et vous savez pourquoi elle m'intéresse, cette zone-là, en plus? Elle fait partie d'une partie du triangle des Bermudes. Alors là, il y a eu un témoignage d'un disque. La personne avait cru que c'était une baleine au large, au loin, puis en s'approchant, c'est plus un animal, c'est une structure. Et le truc s'est mis à s'envoler. C'est une soucoupe volante. Alors moi, la question que j'aurais sur cette base, on va venir un peu plus tôt. Alors cette base, elle sert, j'ai fait quelques recherches, elle sert à valider les câbles sous-marins, les moyens de détection en surface et sous-marins. Elle sert à mesurer et à étalonner les sonars et les radars, et surtout à valider les personnels. Entre autres, les personnels qui vont avoir le commandement d'un navire ou d'un sous-marin. Donc l'US Navy a cette base pour, j'ai envie de dire, mettre en état opérationnel le matériel et l'homme.
Alors il faut savoir, c'est appelé la langue de l'océan, ça peut descendre jusqu'à 2000 mètres. Donc là, on est en profondeur abyssale. Alors je vais un petit peu reprendre ma bannière, parce qu'on a vu dans ma bannière, j'ai mis certaines questions ufologiques nous orientent vers le cosmos, cependant, les solutions pour revenir des abysses. J'ai revu ma copie, puisque je pensais que bon, c'était dans des grandes mers, mais on a constaté qu'il y avait des lacs, des choses à 5 mètres de profondeur seulement, donc là c'est pas abyssal. Alors maintenant je rectifierais plutôt, bon la bannière elle est faite, hein, c'est comme ça, je dirais plutôt des fonds marins. Bon, c'est un peu moins précis, mais parce qu'on a des choses un peu partout. L'affaire du lac de Penne en Belgique, par exemple, deux triangles qui survolent, ils lancent un truc comme une sonde, comme un harpon, ça remonte dans le premier triangle, et les deux s'envolent et continuent vers la frontière allemande. Parce que le lac de Penne, le barrage de la Gilette, est à la frontière franco-belge. Bon, c'est un autre exemple que je vous donne. Donc, cette zone OTEC, pour moi, c'est un point chaud. Et j'ai fait une petite mesure avec le golfe du Mexique, on est à quelques 3000 et quelques kilomètres. C'est sûr que si je vais en Zodiac, je vais mettre une plombe. Mais voilà, si je vais en vitesse hypersonique, c'est-à-dire Mach 30, hein, à partir de Mach 20, Mach 30, on monte dans les Mach. Je suis dans le quart d'heure. Donc si ces choses qui sont venues d'ailleurs sont quelque part enfouies dans les Bermudes ou à l'inverse de l'autre côté, c'est pas compliqué d'aller voir ce qui se passe de plus près de l'autre côté, que ce soit du côté de la Floride ou du côté de la Californie, on est bien d'accord. Ça leur pose simplement aucun problème. Mais ces choses-là, c'est quoi? Je dis bien les choses, on n'en sait rien. C'est venu d'ailleurs, c'est de notre monde, le monde sous-marin qu'on n'a pas encore... Il faut juste rappeler que les océans, on n'a pas sondé plus de 10% de l'océan. À l'heure actuelle. Celui qui est descendu sur un point, c'est James Cameron, au niveau scientifique, hein, avec son Deep Sea Challenger. Il a commencé 3 fois sa coupe sous-marine. Pourquoi? Il y a des contraintes mécaniques. Moi, je sais un peu, parce que je travaille dans la métallurgie. Vous ne faites pas le même cahier des charges pour une centrale nucléaire où c'est de la radioactivité que pour une plateforme offshore. C'est pas les mêmes contraintes. Salinité, pression, les courants marins, etc. Ça brise comme du verre. Hein. Moi, je peux vous dire, je suis opérateur thermique. Quand on nous donne des températures, la tolérance, pas très de dormir. Hein. Dans les fours, les pièces, après, ça part soit en centrale, soit dans d'autres choses que je ne peux pas révéler, mais on est dans du sérieux. Et voilà. Donc il y a des réalités avec des contraintes physiques. Les fonds marins ont des contraintes physiques qu'on appelle, nous, dans le métier mécanique. J'ai encore du temps parce que... Alors là, il te reste encore 10 minutes d'exposé et on aura un quart d'heure de questions. Bon, ensuite. alors, on va avancer. 16 heures. Alors, de 16h à 16h45, tout le monde on fait pause et dédicace. D'accord. Alors, en tout cas, ne vous affolez pas. OTEC est présenté dans le livre 2. On va passer cette zone, qui est une zone, dans une zone de turbulence, hein, d'accord, naturelle, hein, les Bermudes, c'est naturel. Hein. Le grain blanc, hein, bon... il y a un beau ciel bleu et d'un coup vous avez une tornade au beau milieu de l'océan et les forces que ça, des vents qui vont quasiment à 200 km/h, votre avion, votre embarcation, elle s'en va comme un fétu de paille et vous êtes peut-être à retrouver à 70 km. Le problème du triangle des Bermudes, on le connaît, c'est qu'on a retrouvé, pour les cas les plus graves, personne. Pas plus d'épave que quoi que ce soit, c'est ce qui a alimenté le mythe des triangles des Bermudes. Mais qui est intéressant, on a une pouponnière à Oani, aussi à Porto Rico. Ça, c'est l'entrée terrestre de OTEC. OTEC qui peut se visiter, il y a des portes ouvertes. Mais je pense qu'à part les réfectoires et puis les trucs qui n'intéressent pas, je ne pense pas qu'ils vont vous faire visiter ce qu'on voudrait. Bon. Alors, il faut savoir que sur un rayon de 50 à 100 km, c'est les V6, c'est commandos de marine, sur l'eau, contrôle à l'entrée, bien évidemment, les jeeps tout-terrain, etc. Et même aériens avec les hélicoptères, et si ça ne suffit pas, les avions. Alors est-ce que c'est les F-18 ou autres, ou les F-22, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est extrêmement surveillé, cette zone. Et moi, j'ai mis le focus là-dessus. On en reparlera, je pense, dans quelques années. Voilà. Alors après, je vais prendre un cas breton, parce qu'il faut avancer, puisque nous sommes en terre bretonne. Ah oui, tu fais voir l'héliport, Jean-Louis, oui. Donc ça, c'est des photos de la base d'OTEC. Voilà. On peut continuer peut-être? C'est ça? Ouais, moi c'est tout, parce que là, on va arrêter sur OTEC. Ouais, c'était juste un pense-bête pour moi. J'avais fait un article pour revenir Sciences et Histoire concernant cette zone.
ceux qui ont le magazine retrouveront. Alors je voulais parler aussi du cas de Solène. Alors Solène, elle est bretonne, elle est du côté, on va dire, entre Brest et Quimper. Non, je pense que là je ne vais plus avoir besoin. Elle a fait deux témoignages qui étaient traités dans le CMS, le Case Management System de MUFON, autrement dit notre base de données. Et c'est moi qui ai eu l'opportunité, et Solène, j'aurais voulu qu'elle présente son cas ici, comme j'aurais voulu que ce soit Thierry qui vienne lui-même pour le porte-avions. Je préfère que ce soit la source. Bon, les gens ne peuvent pas toujours se déplacer. Hein. Et dans le Finistère, le Atlantique, tu fais un certain nombre de kilomètres, elle dit je peux pas. Je dis par contre, est-ce que tu m'autorises à parler de ton cas? Tu restes anonyme. Je vais juste mettre par convention un prénom, et puis voilà. Elle dit ok. Donc Solène était sur la route en revenant de Brest, je crois qu'elle est sur Quimper de mémoire, et elle voit une route, sur la route sinueuse, elle voit que ça semble ralentir, un feu rouge. Et puis après le virage, un deuxième. Oh, elle s'est dit, bon, c'est curieux, mais elle roulait à environ 70 km/h. Et puis elle se rapproche, et à un moment donné, ça se trouve au-dessus d'elle, au lieu d'avoir deux lumières rouges, il y en a trois. Et elle ralentit, donc sa vitesse était sans ses rapports, impressionnée, qu'est-ce que c'est? Et en fin de compte, ça cache les étoiles, donc, parce que la nuit, c'était en début de nuit, et donc ça cachait les étoiles. Alors elle dit, les lumières étaient en forme de triangle, comme un triangle isocèle, rouge, rouge et rouge là-bas, et ça volait à basse altitude. Si ma voiture était décapotable et que j'étais debout sur mes sièges, j'aurais pu toucher le truc. C'était impressionnant. Mais elle dit après, le problème, c'est comme la rue était sinueuse, et le truc a dû partir. Elle dit, il est parti pour moi en direction de la mer, mais ça ne veut pas dire qu'il était dans l'eau, puisque à la distance où elle était, elle ne pouvait pas savoir si après elle avait plongé ou pas dans l'océan. Ça, elle ne le certifie pas. Hein. Elle dit juste, ça allait en direction de la mer, donc ce n'est pas impossible. Ça allait dans la mer, ou que ça en venait, je ne sais pas. Mais j'ai dit, c'est un cas qui est intéressant parce que la trajectoire laisse à penser que serait survolé au moins, à défaut d'y plonger, l'élément marin. Donc j'ai dit, bon, ça c'est intéressant, je vais en parler ici, puisque les gens, quand je suis en Bourgogne, ah, t'as des cas chez nous, parce qu'on voit toujours sur les États-Unis, bah, voici, la haut-tech, c'est la fête, la Belgique, oui, puis nous, notre région, il n'y a rien. Donc je pense que ça peut faire plaisir à vous, les gens, d'avoir ce genre de témoignage. Il y en a un autre que LDLN va traiter à Saint-Malo, vers les remparts. Il y a aussi un disque qui aurait été aperçu. Et là, il faut que Jean-Louis ait le temps de voir le témoin, de l'auditionner, puis de faire une enquête en bonne et due forme. Je pense que ça pourrait être intéressant, d'après ce que j'ai lu. Alors pareil, on a demandé à Jean-Louis si le témoin pouvait venir, enfin pas le témoin, pas l'enquêteur, venir, qui va s'occuper du cas, parler. Bon, c'est le week-end, et bon, les gens ils ont une vie de famille. Il a dit que c'était pas possible, puis de toute façon qu'à ce stade, l'enquête est qu'à ses débuts, donc il préfère avoir du recul avant de parler de cela. Bon, ben voilà, j'ai peut-être été un peu rapide. J'ai tellement de choses à vous dire. Première question, Sylvain, parce qu'on peut commencer. Ben, c'est bizarre, ouais. Mais sur on. Oui, il est déjà sur on. Mais moi je t'entends bien, hein. T'as pas besoin de micro. Tu vois, tout est allumé là. Ah. C'est bon. Ça remarche ici. C'est bon. Allô, allô. Ok, c'est le temps que ça déclenche. Alors, question par rapport aux OANI, donc tu as fait le lien, ou en tout cas tu nous proposes ce lien avec des installations high-tech top niveau américaines. Qu'en est-il du passé, qu'en est-il de l'histoire? Est-ce qu'on a des observations aussi comme ça un peu mystérieuses? Pas en termes de kraken, mais en termes de choses comme ça qui ont pu rentrer dans l'eau, qui ont pu sortir de l'eau. Et puis autre élément en termes d'anecdotes ou en termes de cas à nous relater, tu évoquais des rivières ou des lacs. Est-ce qu'il y a, au-delà du lac russe avec la glace, mais est-ce qu'en Europe, en Suisse, en Allemagne, il y a eu un ou deux cas un peu énigmatiques, en tout cas qui ont frappé les esprits? Alors, ok, donc on va essayer de répondre à la première question. Oui, des cas antécédents, il y en a eu. Preston Dennett, l'américain, ufologue, qui s'est spécialisé pour l'État de Californie et son pays, qu'on voit maintenant un peu sur Alien Theory ou je sais quoi, Discovery Channel, bon, peu importe les chaînes. Preston, lui, il a les premiers rapports, si
on est dans l'objet, hein. C'est-à-dire une structure mobile. Moi, quand je parle d'une structure mobile, ça veut dire que c'est réalisé par quelqu'un. Mais d'accord? Sur Terre, c'est l'être humain, jusqu'à nouvelle preuve du contraire. Bon, c'est apparu quasiment en même temps que 1947. Ça renvoie à juin 47, Kenneth Arnold. C'est Eric, je crois qu'on a parlé ce matin. Ça renvoie un mois après à l'affaire de Roswell. Et là, il y a eu un cas en Californie, et à quelques heures près, d'une chose s'est retrouvée dans l'eau. Preston se demande si ces trucs-là avaient un lien, direct ou indirect, avec ce qui avait été vu à Roswell, les débris. Mais aussi, il y a eu une chose, 1942, 1430 obus de la DCA de Los Angeles, tir sur une intrusion, il n'y a pas eu d'attaque riposte. C'est-à-dire, les 1430 obus n'ont atteint rien du tout, il n'y a pas eu de réponse. Voilà, ça c'est la vérité. Il y a un film qui est sorti là-dessus. Moi je porte mon chapeau quand je vois ça, parce qu'on voit des militaires qui se bagarrent, c'est pas ce qui est raconté dans l'histoire. Ça c'est Hollywood. Ils auraient dû mettre un autre titre au film, il aurait été bien avec un autre titre. Mais la bataille de Los Angeles, c'est juste caviardé. Le pire, c'est qu'ils mettent la photo, hein, vous pouvez la trouver, hein, des DCA qui tirent, on voit des projecteurs qui tirent sur le truc. Et eux, ils vous font une histoire édulcorée. Non, s'il vous plaît. Pour la bataille, des témoignages. Pour la bataille de Los Angeles, c'était un objet qui a été vu, ou c'est une lumière qui a été vue, ou c'est un contact radar qui a été vu? Eh bien, il y a une photo, on voit les projecteurs, et apparemment, il y a une masse. Alors après, je ne sais plus de mémoire si c'était confirmé par radar. En tout cas, les DCA se sont mis en action et ont pilonné l'intrus. Hein, on va dire ça comme ça. Et il n'y a pas eu de touchdown, comme diraient les Américains, ça n'a pas touché, quoi. Ça n'a pas touché l'intrus, mais il n'a pas riposté non plus. Bon ben voilà, alors, si c'est un mirage, on ne sait pas. J'ai pas les réponses, hein. Pour ça, j'ai pas enquêté sur ce cas personnellement. Puis en 1942, j'étais pas né. Bon, pour te dire. Enfin voilà. Alors après, il y a eu Christophe Colomb, et dans son journal de bord, il parle de roues de lumière au-dessus de son navire. Donc là, on est carrément des années 1400, hein, à peu près. Donc dans l'Antiquité, il y aurait eu des manifestations, on va dire. À défaut d'intrusion, des manifestations plus ou moins singulières. Et alors des fois, c'est expliqué par la science, tôt ou tard. Hein. Voilà, bon, les aurores boréales, on peut les expliquer. Par exemple, Esdalen, en Norvège, qui est vraiment net de pollution. Il y a beaucoup de phénomènes, et beaucoup, ce sont des plasmas. Donc, ce sont des phénomènes naturels. Là, il y a le GEPAN qui est sur place, il y a les Italiens qui sont sur place, il y a un cortège de scientifiques qui travaillent en accords bilatéraux sur le sujet. Et là, on se dirigerait en grande partie, je ne dis pas totalement, mais en grande partie sur des phénomènes naturels. Donc, tôt ou tard, le temps explique les choses au gré de nos avancées technologiques. Il faut appeler un chat un chat. Alors, une question avant qu'on donne la parole à la salle et qu'il y ait des questions qui arrivent. Juste un dernier cas qui concerne de l'eau douce, qui concerne des lacs ou des rivières en Europe ou ailleurs. Est-ce que tu peux nous partager un cas de cet ordre-là? Oui, alors de mémoire, je vais reprendre, je vais citer au début de mon intervention, le lac de Peine, c'est très bien, parce que le lac de Peine, en fait... il est situé où? Il est situé à la frontière germano-belge. En fait, des policiers sont en patrouille et le standard explose et contrôle, on vous demande d'aller voir, il y a des lumières qui nuisent. On a des plaintes, vous êtes la patrouille la plus proche, donc les gars ils y vont, ils sont binômes, et puis ils suivent le triangle, et là, ils ont su après que c'était un triangle. Et cette histoire, elle est assez rare pour la signaler. Le cirque a duré 20 minutes. Lorsqu'on a un témoignage de phénomène ou d'ovni, on est dans le ratio entre 30 secondes et 5 minutes. Généralement, c'est 1 ou 2 minutes en moyenne. Jean-Louis ou d'autres peuvent me contredire. Généralement, c'est assez furtif. Ça paraît longtemps pour les gens, mais pas assez longtemps pour avoir beaucoup de détails, mais longtemps dans le sens qu'ils ont eu les sens de capter qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là, cette histoire a duré une vingtaine de minutes. C'est-à-dire, ils ont suivi avec leur voiture, les policiers, ces 3 lumières.
pensais que ça pouvait être un aéronef, ok. Ça n'allait pas très vite, donc en voiture, je sais pas, peut-être 80 km/h. Donc ça n'a rien à voir avec les vitesses supersoniques ou hypersoniques qu'on a beaucoup dans nos histoires d'OVNI. Ils suivent la chose, et puis ils arrivent au barrage de la Gillette, et le truc est en sustentation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la place pour se garer, ils se garent. Ils sortent du véhicule, ils s'approchent sur le terrain qui est un peu en herbe, et puis ils voient les lumières au-dessus du lac, et là il y a une boule rouge qui est larguée, qui descend comme ça. À partir de ce moment-là, il y a 3 autres faisceaux lumineux qui arrivent, et qui se met à peu près à cette distance, comme ça, et qui éclaire. Et c'est comme ça qu'ils ont vu que c'était un triangle, en fait. Parce qu'au départ, ils ont vu 3 lumières, mais comme l'autre est arrivé au-dessus, il a éclairé. L'éclairage était fort, c'est éclairé, ils ont vu que c'était une structure triangulaire. Et à ce moment-là, la boule rouge est remontée dans l'habitat, si on peut appeler ça comme ça, de l'intrus numéro 1. Les deux ont volé ensemble et ont disparu. La boule rouge a plongé dans le lac. La boule rouge, ok, elle était larguée dans le lac, comme si elle était tenue par un filin. Tu sais, à la pêche, t'envoies ton truc un peu comme ça, dans l'idée. Donc la boule, elle a fait quoi? Non, on n'en sait rien. Est-ce que c'est une étude écologique, de pollution ou quoi que ce soit? On n'en sait rien du tout. On peut tout extrapoler. Est-ce qu'ils ont été récupérés, un truc qu'ils ont perdu avec un aimant? J'en sais rien. Le truc est plongé dans l'eau, et après, l'ensemble est remonté. La boule rouge est remontée dans le engin numéro 1, intrus numéro 1, et elle a commencé de partir, et l'autre qui était au-dessus est parti aussi. Alors est-ce qu'il est en éclaireur pour surveiller si tout se passe bien? En ufologie, vous avez une réponse, je vous rassurerai tout de suite, c'est 10 questions. C'est tout le temps comme ça. Il y en manque tout le temps un bout. Même si on a le tout du tout, rapport sonar, rapport radar, surveillance du ciel, puis les témoins, ouais, c'était multiples et plusieurs, donc le canular, on l'enlève. Lui, il a vu sur tel angle, ça a donné ça. Nous, nos instruments l'ont vu ça. L'autre, il était en vol, il a vu ça. On a beaucoup d'informations, la météo, tout ce que vous voulez. Mais il va manquer toujours quelque chose. Vous savez, Jacques Vallée, alors je vais terminer là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant. Jacques Vallée, il dit, vous savez, les vrais ovnis, on considère qu'ils sont venus d'ailleurs, ou d'un autre monde, peu importe. Ça vole pas. Voler, je vous ai expliqué ce que c'est. Un oiseau, il prend de la pulsion sur ses pattes, il détend ses ailes, il fait un trajet, il se pose, c'était reproduit avec nos aéronefs, hélicoptères, avions, maintenant drones, etc. C'est l'idée. Ça, c'est voler. Maintenant, mince, c'est pas la lumière, j'ai voulu l'éteindre. Janie, vas-y, éteins. Rallume. Ça, c'est pas voler. Parce qu'on a ça dans les témoignages. Ça, c'est s'introduire. Et là, c'est intéressant. Parce que ça veut dire, ils utilisent quoi? Si on considère, je dis bien si, je pèse les mots, hein, pas commencer de dire j'ai dit que c'était comme ça. Non, si on considère que c'est une nature exogène, que ce soit artificielle ou pas, peu importe, organique ou semi-organique, ce qu'on veut, hein, métaphysique, peu importe, ça veut dire, de toute façon, si c'est extraterrestre, ce sont des voyageurs du temps, je veux dire. Et vous savez pourquoi? Les télescopes, moi j'ai un télescope, c'est pas le James Webb, c'est dommage, j'ai pas les moyens. Hein, c'est un petit truc, un Skywatcher, de voyage, un Maxutov et Cassegrain, il est capable d'aller jusqu'à magnitude 9, c'est-à-dire Neptune. D'accord? Moi j'ai déjà observé Saturne et ses anneaux, Mars, la Lune, etc. J'ai le filtre lunaire pour pas en prendre plein la figure, parce que quand elle est en pleine nuit, je peux dire c'est comme une ampoule, il faut mettre le filtre lunaire, etc. Je remonte dans le temps. C'est le ciel tel que la lumière qui voyage à 300 000 km/s nous renvoie. On est bien d'accord, c'est pas le ciel actuel. C'est le paradoxe. Et d'ailleurs, c'est bien là-dessus que potassent les scientifiques, avec le CERN notamment, qui cherchent à recréer les conditions du Big Bang en accélérant les atomes, les particules, qui donnent d'autres particules et d'autres calculs, etc. C'est cela. Mais de l'infiniment grand à l'infiniment petit, je terminerai là-dessus. D'une manière ou d'une autre, tout est relié. Merci Sylvain. Alors, une réponse, 10 questions, ça met la pression à tout le monde. Levez la main.
C'est bien, il y en a 10. Alors, ici, c'est où par ici? Voilà, après, par là. Oui, j'ai une petite question, mais pas en rapport avec les OANI. Ce serait par rapport, puisque vous travaillez dans le secteur nucléaire, je voudrais savoir si vous aviez des informations par rapport aux histoires de drones qui ont survolé les centrales nucléaires françaises il y a quelques années. Alors, on n'a eu aucune nouvelle. alors je vais vous répondre. Il paraît qu'on n'a rien trouvé. Alors, je vais vous répondre en deux temps. En deux temps. Si j'avais des informations promptes et sans détour, je ne suis pas autorisé à en parler. Vous savez pourquoi? Site sensible. Secret défense. Il faut savoir que si vous faites le zinzin vers une centrale nucléaire, comme j'ai vu certains ufologues qui voulaient le faire, emmener des systèmes de surveillance et des fusils, c'est la gendarmerie qui vous prenne parce que surveillance sur site, moi j'ai été formé au budget, d'accord, pour la sûreté nucléaire. Je peux vous dire, ça va mal se passer pour vous. Donc j'ai des informations, je ne suis pas autorisé à le dire, je n'ai pas le niveau de communication et d'accréditation pour le faire. Donc premièrement. Deuxièmement, on va dire, pour quand même aller dans ce que vous voulez chercher, il y a des jeux de mots, attention, attention, attention. Les gens, ils ont dit, le GEPAN ne s'occupe pas des ovnis, les drones des centrales s'en occupent pas. Et vous savez comment a répondu le directeur du GEPAN, alors je ne sais plus quel que c'était, pas Vincent Coste, Xavier Passot. Xavier Passot, très subtil. On parle de drones, c'est pas les ovnis, c'est pas le GEPAN. Eh non, c'est l'armée de l'air. Et alors, le GEPAN, groupe d'études et d'information des phénomènes aériens aérospatiaux non identifiés, sous l'égide du CNES, Centre national d'études spatiales. Et moi, je peux vous dire, quand le GEPAN, ils nous enquiquinent avec leur langue thaïlandaise et les hologrammes à venir, hein, et les drones autotransformables qui vont bientôt débouler, c'était des langues thaï il n'y a pas si longtemps, ils sont là pour faire de l'information, pour éviter, eux, d'avoir monsieur et madame tout le monde qui les occupe à rien, parce qu'une langue thaïlandaise, finalement, on sait ce que c'est. Ça, c'est pleinement identifié. Et quand c'est non identifié, eh bien, ils s'expriment très très peu. Je veux dire, pourquoi? Ça parle l'armée de l'air. Et oh, vous croyez qu'ils ne rendent pas compte à l'armée? Moi, je te dis tout haut, hein, j'ai pas peur, quoi. Le commandant de dit de voir, il y a eu un truc de bizarre sur notre écho, vous aviez quoi? Vous avez un témoignage? Ou vice-versa? L'avantage contre GEPAN par rapport au MUFON, un coup de téléphone ou un mail, base aérienne, machin, un truc, eux, on va leur parler. Eux, ils vont avoir la réponse, ces GEPAN. Par contre, derrière, ils veulent dire, oh, il n'y a rien eu, on est d'accord? Et c'est tout. Et c'est pour ça que les gens viennent chez nous après. Parce que nous, il n'y aura pas cette censure. On n'est pas soumis au secret défense. Par contre, on n'a pas la logistique non plus du GEPAN, ça faut le dire. On fait ce que l'on peut avec nos logiciels, avec, il faut être clean hein, avec les gens, hein, avec les témoins. Il ne faut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Simplement, quand c'est des sites protégés. Je l'ai dit tout à l'heure, 58 réacteurs, c'est protégé. Le survol de Paris est protégé. À partir de ce moment-là, les infiltrations, on vous donnera ce que l'on a envie de vous donner. Et moi, si je veux balader les Russes ou les Chinois dans un seul truc, je peux même les envoyer dans une boîte de garage. En disant, on ne sait pas ce que c'est pas à nous. Sauf que c'est des essais qu'on a fait, puis nous, on voulait voir comment les protocoles étaient respectés sur site. Il faut le prendre en considération. On est enquêteur, on ne l'est pas. Moi, je fais toujours sur du factuel. J'étais agent de sécurité, donc je sais un petit peu des choses. Donc, pour le nucléaire, je suis désolé, travaillant pour la filière, en même temps, je ne suis pas ingénieur, donc les informations, je ne sais pas, je ne suis pas sur centrale. Nous, on est fabricants. Je ne peux pas trop aller sur ce terrain-là, parce que je ne suis pas autorisé à pratiquer certaines choses. Mais surtout, je suis au même niveau que vous. Je ne sais pratiquement rien par rapport à cela. C'est tout. C'est la vérité. Voilà donc pour votre réponse. Je pense qu'elle vous déçoit, mais c'est tout à fait cela. En termes de constat d'ignorance, rappelons qu'il y a eu une commission d'enquête ou une commission d'information parlementaire hein, sur les survols au-dessus des centrales, et où donc on a les débats, les auditions qui sont disponibles en ligne, que vous pouvez consulter. Hein, ça a été fait en 2015 ou 2017, je crois. 2017, je crois, j'imagine. Alors, disons que si je peux émettre un avis, je peux quand même émettre un avis. Je pense qu'effectivement, dans certains cas, parce qu'il y a eu des précédents, hein, Robert Salas, dans mon deuxième livre, a accepté
de mettre son témoignage. Il était à Oscar Flight, qui était le centre de commandement des premiers missiles intercontinentaux au monde en 1967 dans le Montana aux États-Unis. C'est-à-dire, il y avait 8 missiles intercontinentaux qui étaient à plusieurs centaines de kilomètres de distance et à une centaine de mètres sous terre, que plutôt d'avoir une seule rampe, parce qu'une seule rampe, eh bien, si vous avez un problème électromagnétique et autres, ou mécanique, eh bien, c'est toute la rampe qui est foutue, on ne peut pas riposter. Donc les États-Unis ont fait un silo pour chaque missile. Tir numéro 1 ne part pas, le 2 il part, oui, mais il a quelques kilomètres, quelques centaines de mètres, lui il peut partir. Le 2 est HS, le 3. Et là, ce qui s'est passé, il y avait une intervention d'un OVNI, et au niveau du tableau de commande, lui il était officier de quart, ça s'est mis en mode no-go. C'est-à-dire les missiles ne pouvaient pas partir. Les Russes, ils ont eu une mésaventure inverse, ça s'est déclenché. Ils se sont dit, putain, si jamais ça part, c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais Salas, au départ, il a pas trop pris au sérieux ce que les gars voyaient en visuel. La patrouille voyait en visuel, il y avait une lumière orange bizarre. Il a dit, attendez, il y a des protocoles, je pense qu'il a dû les secouer. Sauf qu'après, quand ça a commencé à déconner dans son souterrain à quelques kilomètres d'ici au missile, il a commencé de voir la chose autrement. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? L'OVNI est parti, ok, et ils ont fait intervenir les équipes de maintenance, et la maintenance a constaté qu'il n'y avait pas de défaut technique. Donc moi, je pense que là, il y a un cas d'IEM, impulsion électromagnétique, qui a dû se déclencher. Mais alors là, il y a un problème, c'est le béton. Il fait office de cage de Faraday ou pas? Vous savez que les Mirages font office de cage de Faraday pour pas se prendre les foudres et déglinguer l'appareil et les habitants dedans. Si c'est des pilotes militaires, les pilotes. Si ce sont des civils, ben, l'équipage et les passagers avec. Donc ça fait office de cage de Faraday. Là, on parle de béton. Alors j'ai essayé de me renseigner avec moi des maçons, puis ils m'ont dit ça dépend quel type de béton est employé. Donc j'ai pas la réponse pour savoir si dans les silos de missiles, ça pouvait faire office de cage de Faraday, c'est-à-dire de se prémunir de décharges électriques, électrostatiques ou électromagnétiques. Vous voyez, il manque tout le temps un bout d'information. Là, je cite un exemple, on a des informations, mais il manque ça. Mais ça veut dire que si jamais c'était un cas électromagnétique, une impulsion électromagnétique émise par une puissance étrangère ou par un alien, si vous voulez, peu importe, c'est vous dire la puissance technologique. Parce que ça n'a pas déglingué des missiles, ça les a mis en mode no-go. Ça veut dire que là, on contrôle. On a une alarme. On a une alarme électromagnétique. Alors, Sylvain, on t'interrompt quelques instants. Il y a une autre question qui va porter sur un dispositif d'arme électromagnétique sous-marine, justement. Bonjour Sylvain, bonjour. Philippe Drap-Dussault. Je voulais vous poser une question sur... avez-vous connaissance déjà de l'existence de la torpille russe Shkval qui va à 400 km/h, qui vont donc à peu près 4 fois la vitesse de nos torpilles et qui peut-être peuvent aussi être confondues avec des OANI. Alors, torpille Shkval qui en fait va plus vite parce qu'elle est dans une sorte d'enveloppe de bulles de gaz. Alors oui, c'est très bien cette question. On dit qu'il y a deux possibilités. Les travaux de Jean-Pierre Petit qui parlent de torpilles hypervéloces, ça c'est la MHD, magnéto-hydrodynamique. Ça fonctionne à la meilleure altitude pour fonctionner, c'est entre le plafond aérien de la Station Spatiale Internationale qui est située à 447 km d'altitude, merci, et les avions de ligne. Pourquoi? L'air est présent mais raréfié. D'accord? Donc la MHD fonctionne très très bien là-dedans. Elle peut fonctionner éventuellement dans l'eau si l'eau elle est traitée d'eau salée en eau douce pour qu'elle soit conductrice. Bon, moi je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas scientifique, mais on va se limiter à ça pour mon explication. Donc la MHD, est-ce qu'il y a des torpilles hypervéloces d'après Jean-Pierre Petit qui peuvent aller à 2500 km/h, ce qui fait 2 fois et demi la vitesse du son à peu près. Après, l'enveloppe de bulles de gaz, on est sur un autre système que la Chine est en train de revendiquer. C'est bien parce que je voulais en parler, mais comme j'étais pris par le temps, je n'ai pas pu le faire. Alors, voilà. Notons que les forces navales semblent toutes développer un type d'armes et de sous-marins ultra rapides fondés sur le phénomène de supercavitation. Les bulles de gaz, c'est ça.
qui se produit lorsqu'on immerge un objet dans un écoulement liquide rapide. Par exemple, les torpilles se déplacent sous l'eau à plusieurs centaines de km/h dans un flot de bulles de gaz qui réduit notablement les frottements du liquide sur le métal. Des bulles de gaz se forment tout autour, ce qui diminue les frottements, puisque le liquide ne mouille presque plus l'objet. Les sous-marins conventionnels ont des vitesses maximum en plongée situées entre 16 et 24 nœuds, 45 km/h. Les derniers, les classes qui sont en train de développer les États-Unis, on avoisine quand même les 80 km/h. Hein. Mais on n'est pas à 200 nœuds. C'est toujours la même histoire. Donc l'armement, oui, il faut le prendre en considération. Il y a un ingénieur qui a sorti un livre qui s'appelle AVNI, Armes volantes non identifiées. Et je dis, c'est vrai qu'on est toujours dans les trucs de transport, de fret, hein, qui transportent du matériel ou des gens. Mais l'armement, eh ouais, les missiles. La fameuse tornade bleue qui avait été vue quelque part en Norvège, c'est un tir de missile qui est parti en vrac. C'est un essai de missile. Mais je suis désolé, si moi j'ai pas la formation de l'armement et encore moins de l'aéronautique et la fusion des deux, eh ben, j'ai vu un ovni. Et je vais être sincère. Non, mais Ouais, mais après, si tu as le cursus et que tu es au courant de cela, tu as la réponse. Mais c'est bien ça le principe de l'OVNI. C'est que c'est un OVNI tant qu'on n'a pas identifié ce que c'est. Exactement. Oui, ou le phénomène, hein, le phénomène. Ça peut être terrestre aussi. Oui, ça peut être terrestre. Bien évidemment. Oui, oui, ça peut être terrestre. Alors, il y a... Oui. Moi j'ai une question, vous dites que vous avez telle preuve, telle preuve, telle preuve et qu'il en manque toujours une. Il en manque toujours une pour qui? Non, je n'ai jamais dit qu'il y avait telle preuve, je parle de faits. Et après, sur les faits, il y a des interprétations. Et je dis qu'il manque toujours dans l'information, justement, ce qui va déterminer la preuve. Maintenant, il y a un... je vais reprendre ce que certains ufologues disent. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Il nous manque toujours. Parce que je veux dire une chose. Qui que vous soyez, moi je respecte tout le monde. Mais les gens qui disent oui, les aliens sont là, c'est cela, on a les preuves. Ben faites-leur un sondage. Vous allez à Géant Casino, à Leclerc ou à Auchan. Vous racontez votre histoire et le sondage, vous allez la voir. Combien de gens vont vous croire? Et quand ils vont vous demander des preuves, vous verrez encore combien vont vous croire. Donc, quand je parle de preuves, moi, c'est la preuve pour tout le monde. D'accord? Si je dis qu'il y a des globules rouges à l'intérieur de mon corps, je fais une prise de sang, je prends un biologiste, il va le prouver. C'est un fait, j'ai les preuves. Si maintenant je vous dis que je suis en train de muter en poisson, soit je vais directement en HP, en hôpital psychiatrique, soit je suis disséqué dans une base quelque part, peut-être à Hautec, puis ils vont dire, bah tiens, cet argument nous intéresse, on va voir ce qu'on pourra en produire de ce gars-là, on va le disséquer. Bon, j'aime bien, je mets un peu d'humour, et voilà, c'est ça. Ah bah le poisson en Bretagne, Jean-Luc dit que c'est bon. Mais ça, c'est lié aux sorties près des centrales nucléaires d'ici, là, qu'il y a des trucs qui mutent. Il faut arrêter la plongée près des sorties des centrales. Ok, donc on va... je sais pas, il y a une dernière question ou pas? Non? Eh ben, on part sur la pause. On va partir... Maxime, je peux juste rajouter un autre truc? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans mes champs d'études, il y a les sons sur les bandes de fréquences et il y a aussi la lumière. Vous savez que dans les abysses, on a un effet qui s'appelle la bioluminescence, c'est-à-dire que les animaux produisent par leur propre énergie de la lumière, soit pour se reproduire, soit pour échapper à un prédateur, soit pour capturer une proie. Et la bioluminescence pourrait peut-être être l'un de ces cas d'OANI, dans le cas, là, observation, donc peut-être phénomène. Mais alors, voilà, est-ce qu'un extraterrestre ne pourrait pas ressembler plus à une méduse bioluminescente des abysses qu'un humanoïde? La question mérite aussi d'être posée. Vous savez que la pieuvre, elle m'impacte beaucoup parce qu'on dit qu'elle a 9 cerveaux. Et la capacité de la pieuvre à emmagasiner de l'information et à la stocker, elle est supérieure à l'être humain. Alors vous dites pourquoi elle n'est pas prédateur sur Terre? Je vais vous dire pourquoi. Elle ne transmet pas. La femelle, quand elle pond ses œufs, elle meurt. Il n'y a pas de transmission générationnelle. Ce ne sont pas des animaux sociables. Ils ne sont pas comme nous les humains. Voilà, vous êtes ici avec moi, on transmet. Il n'y a pas de transmission. Mais si jamais, quelque part, on ne sait pas ce que Dame Nature a pu faire, ce genre de spécimens pouvait vivre en société, je pense que là, ils sont largement supérieurs. Eh ben dis donc, nous voilà avertis. Merci Sylvain.